Bonjour à tous, aujourd'hui on part pour une balade un peu particulière. On va transformer une simple promenade dans Paris en un incroyable voyage dans le temps. On va décortiquer l'une des avenues les plus connues de la capitale, le boulevard Saint-Michel, pour aller y dénicher toutes les histoires qui se cachent juste là sous nos yeux et même sous nos pieds. Alors voilà la question qu'on va se poser. Et si une rue pouvait parler? Si le boulevard Saint-Michel avait une voix, qu'est-ce qu'il nous raconterait? Eh bien, il nous parlerait d'empereurs romains, de poètes un peu rebelles, de révolutions manquées et même, vous allez voir, d'inventions culinaires complètement accidentelles. Allez, c'est parti, on plonge dans cette exploration. Pour commencer, il faut savoir un truc essentiel. Le boulmiche, comme on l'appelle, n'est pas du tout une création récente. Non, son tracé suit en fait une voie romaine vieille de 2000 ans, le fameux Cardo inférieur. Bon, ce n'était pas l'autoroute de l'époque, pas l'axe principal de Lutèce, mais c'était une route secondaire super importante qui menait les Romains au Thermes et au Forum. Aujourd'hui, c'est le cœur battant du quartier latin, mais son âme, elle, est profondément romaine. Notre exploration commence avec des indices que la plupart des gens ne voient même pas. Ici, l'histoire n'est pas enfermée dans les musées, non. Elle est là, gravée à même la pierre des bâtiments. Il suffit juste de savoir où regarder. Parfois, il suffit juste de lever les yeux pour voir des détails fascinants. Prenez une petite rue juste à côté. Vers 1794, en pleine Révolution française, des citoyens ont tout simplement gratté les lettres C pour Saint sur les plaques de rue. C'est un tout petit acte de défi, un simple graffiti, mais qui raconte une immense révolution sociale et la volonté d'effacer l'emprise de l'Église sur la vie de tous les jours. Juste à côté, on trouve une petite touche d'humour du XVIIIe siècle. Cette plaque en plâtre, c'est un rébus, un jeu de mots visuel. Au lieu d'aller à l'église pour faire le signe de la croix, on allait à la taverne pour faire le signe de croix. Une façon très maligne et un peu irrévérencieuse de dire qu'on allait boire un verre. Ça montre bien comment l'esprit parisien s'inscrivait jusque sur les façades. Et puis, il y a des mystères qui restent entiers. Par exemple, la rue de la Harpe. Pourquoi ce nom? Est-ce que ça vient de l'enseigne d'un luthier ou d'une référence au roi David? Ou peut-être même d'un mot ancien pour un petit pont-levis? Eh bien, la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Les historiens débattent encore. C'est la preuve que certaines histoires de la ville se perdent tout simplement dans les brumes du temps. Allez, on continue. On entre maintenant au cœur du quartier latin. Un lieu qui a toujours été un véritable aimant pour les esprits brillants, les artistes un peu torturés et les révolutionnaires en tout genre. C'est vraiment ici que beaucoup d'idées qui ont changé la France ont commencé à germer. Figurez-vous qu'en 1871, au numéro 28 du boulevard, dans un hôtel, se réunissait un groupe de poètes qui s'appelait le Cercle des poètes zutiques. Leur but, dire zut à l'ordre établi. Et parmi eux, il y avait un adolescent de 17 ans qui s'appelait Arthur Rimbaud. L'hôte du groupe, Ernest Cabaner, a été décrit par Verlaine avec cette phrase terrible qui capture parfaitement l'esprit bohème et décadent de l'époque. Juste au coin de la rue, une autre révolution était en marche. C'était en 1832. Lors des funérailles du général Lamarque, des comploteurs républicains se sont réunis au Café Musain. Ils cherchaient un symbole fort. Ils ont alors choisi un simple drapeau rouge pour représenter le sang des ouvriers. Leur insurrection a été un échec total, mais le symbole lui est resté. Le drapeau rouge était né et il allait faire le tour du monde. Bon, maintenant, on va quitter un peu la surface. Parce que pour vraiment comprendre le boulevard Saint-Michel, il faut aussi regarder ce qui se passe en dessous. Les carrières et les catacombes, elles, cachent des histoires encore plus folles. Et là, on a une histoire à la fois fascinante et terrifiante. En 1793, un certain Philibert Asper, qui était concierge, s'aventure dans le dédale souterrain sous le Val-de-Grâce. Il n'est jamais remonté. On a retrouvé son squelette 11 ans plus tard. On l'a identifié grâce à son trousseau de clés qui était encore à côté de lui. Depuis, c'est devenu une sorte de légende, le saint patron des explorateurs des catacombes. Mais les sous-sols, ce ne sont pas que des tragédies, loin de là. En 1814, un maraîcher, un peu découragé, jette son fumier dans une carrière abandonnée. Il y retourne quelques semaines plus tard, et là, surprise totale, le sol est tapissé de champignons. Il venait, sans le savoir, de trouver les conditions parfaites pour leur culture. Le fameux champignon de Paris était 25 mètres. Ce chiffre, il donne le vertige, non? Ce n'est pas une hauteur, c'est une profondeur. C'est la profondeur de l'énorme effondrement qui a eu lieu le 17 décembre 1774. Il faut s'imaginer la scène. Une portion de 300 mètres de la rue qui disparaît d'un coup. Pouf! Engloutie 25 mètres plus bas. C'est cet événement dramatique qui a servi d'électrochoc et qui a révélé au grand jour le danger immense des carrières abandonnées sous la ville. On arrive bientôt à la fin de notre parcours sur l'ancien cardo romain. Et là, les histoires deviennent encore plus monumentales, parce qu'elles sont liées à des personnages qui ont vraiment marqué l'histoire de France. L'histoire post-mortem du cardinal de Richelieu est rocambolesque.
Vraiment. Sa tombe à la Sorbonne est profanée en 1793. Sa tête momifiée est piquée par un commerçant. Et elle va se balader de main en main pendant presque un siècle. Elle sera même exposée une fois par an en Bretagne. Finalement, elle revient à la Sorbonne en 1866. Et ce n'est pas fini. En 1895, un ministre du gouvernement complètement obsédé l'a fait exhumer une dernière fois pour une séance photo privée. Incroyable. Ici, on a un contraste saisissant entre le destin d'un homme et celui de sa statue. Le maréchal Ney, le brave des braves, est fusillé juste ici en 1815. L'endroit devient un lieu de pèlerinage. Des décennies plus tard, on érige une statue en son honneur. Mais voilà, 40 ans après, la ferveur est un peu retombée et la statue gêne la construction d'une ligne de chemin de fer qui est l'ancêtre du RER B. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tout simplement déplacée de l'autre côté de la rue. Et au milieu de toute cette agitation, de toute cette histoire, il y avait quand même des poches de calme. C'est dans une infirmerie, juste à côté du bruit et de la fureur de ce qui s'appelait alors la rue d'Enfer, que le grand écrivain Chateaubriand a trouvé la tranquillité pour commencer à écrire son chef-d'œuvre, Les Mémoires d'outre-tombe. Il décrivait un paysage presque rural. C'est fou. En résumé, le boulevard Saint-Michel, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple rue. C'est un palimpseste, vous savez, comme un vieux parchemin sur lequel on a écrit et réécrit. C'est une superposition de couches d'histoire. Chaque nom de rue, chaque façade, chaque pavé est une page d'un livre immense qui ne demande qu'à être lu. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se promène dans une rue, n'importe laquelle, que ce soit à Paris ou ailleurs, ça vaut peut-être le coup de s'arrêter et de regarder d'un peu plus près. Parce que chaque rue a ses propres secrets, ses fantômes et ses légendes. Et ils sont juste là à attendre d'être découverts.